C'est l'occasion de revenir ce matin sur ce moment historique et sur ses répercussions, des tractations dont les prémices ont lieu 6 ans auparavant déjà, en décembre 1988, Laurence Kahn. Absolument, Ilana. Cette période, après que le dirigeant palestinien Yasser Arafat eut accepté les exigences américaines, dont la reconnaissance du droit d'Israël à l'existence, que le président américain Ronald Reagan décide d'engager le dialogue avec l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. George Bush père, qui prend ses fonctions début 1989, établit avec l'aide de son secrétaire d'État James Baker des canaux de communication directs entre Israël et les pays arabes. Fin octobre 1991, au lendemain de la guerre du Golfe, qui a mis dans le même camp Israël et les pays arabes contre l'Irak, une conférence de paix israélo-arabe se tient à Madrid. Et une conférence parrainée par Washington et Moscou qui place pour la première fois autour de la table donc Israéliens et Palestiniens au sein d'une délégation conjointe avec la Jordanie, Israël refusant la participation directe de l'OLP qui à l'époque commet de nombreux attentats terroristes. Absolument. Négociations bilatérales et multilatérales vont se succéder pendant des mois dans divers pays sans véritable avancée. Le 13 septembre 1993, après 6 mois de négociations secrètes à Oslo, Bill Clinton orchestre à la Maison-Blanche cette poignée de main historique entre l'Israélien Yitzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat. Israël et l'Organisation de libération de la Palestine se reconnaissent mutuellement et signent à Washington, en présence du président américain, une déclaration de principe sur une autonomie palestinienne transitoire de 5 ans. Et celle-ci débute donc le 4 mai 1994 avec un accord au Caire prévoyant qu'Israël évacue 70% de la bande de Gaza et de Jéricho. Et en juillet, Yasser Arafat retourne dans les territoires palestiniens après 27 ans d'exil. Il y établit l'autorité palestinienne. En septembre 1995, un nouvel accord intérimaire dit Oslo II est signé à Washington sur l'extension de l'autonomie en Judée-Samarie, portant sur des retraits israéliens. Le 4 novembre, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif opposé au processus de paix. Mais vont s'en suivre une série d'échecs diplomatiques de Wye Plantation à Sharm el-Sheikh en passant par le sommet de Camp David. Malheureusement, oui. En octobre 1998, à Wye Plantation, aux États-Unis, Yasser Arafat et le Premier ministre israélien d'alors, qui n'était autre que Benjamin Netanyahou, aboutissent à un accord intérimaire sur les modalités d'un retrait israélien de la Judée-Samarie. 1 an plus tard, nous sommes en septembre 1999, nouveau Premier ministre travailliste israélien, nouvel accord. Ehud Barak et Yasser Arafat signent à Sharm el-Sheikh en Égypte une version renégociée de l'accord, mais le processus est entravé. Et en juillet 2000, au sommet de Camp David aux États-Unis, les deux camps achoppent sur la question de Jérusalem et des Arabes partis d'Israël en 1948. Bill Clinton propose fin 2000 un plan de paix qui servira de base à des discussions à tabac qui ne déboucheront sur aucun accord. En mars 2002, un sommet de la Ligue arabe à Beyrouth adopte un plan saoudien préconisant un retrait israélien de tous les territoires disputés depuis 1967 en échange d'une normalisation entre pays arabes et Israël. Et Israël lance cependant une grande offensive en Judée-Samarie après, c'est vrai, des attentats suicides palestiniens et commence à élever un mur de sécurité avec la Judée-Samarie. Le 30 avril 2003, le quartet sur le Proche-Orient, États-Unis, Russie, Union européenne et ONU, présente une feuille de route qui prévoit un État palestinien d'ici 2005 en échange de la fin des violences de l'intifada et d'un gel des implantations juives. Les Palestiniens l'acceptent. Israël l'adopte en mai, mais l'assortit de réserves. Début juin, à Aqaba en Jordanie, Israël et l'autorité palestinienne s'engagent à appliquer devant le président américain George Walker Bush. S'en suivront de nouveaux revers américains. Et comme en novembre 2007, lorsque George W. Bush relance des négociations israélo-palestiniennes après des années d'impasse lors d'une conférence à Annapolis près de Washington. Tout à fait, Ilana. Palestiniens et Israéliens vont tenir dans le cadre de cette conférence d'Annapolis des dizaines de sessions de négociations qui seront plombées par la création d'implantations, le maintien des barrages militaires, mais aussi les violences à Gaza et les divisions palestiniennes.
L'autorité palestinienne qui finira d'ailleurs par se retirer des négociations après l'offensive israélienne sur Gaza, et nous sommes fin 2008. Et il faudra attendre le 29 juillet 2013 pour assister à un sursaut diplomatique. En effet, le secrétaire d'État américain John Kerry annonce la reprise pour 9 mois des négociations directes interrompues depuis 3 ans. Mais Israël les suspend en avril 2014, à une semaine du terme, après une annonce de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Le processus de paix est depuis au point mort. Merci Laurence Kahn. Un point sur les négociations israélo-palestiniennes au point mort.